Ça s'intendait de demande si on l'entend bien parce qu'il utilise un nouveau micro. Et il nous dit qu'il semblerait que le son n'était pas très bon avec le micro qu'il utilisait précédemment, donc il utilise un nouveau micro aujourd'hui. Donc pour commencer, je vous présente à tous mes salutations auspicieuses et vous souhaite tous en très bonne santé. Aujourd'hui, nous en arrivons au 8e jour de ces dharmas d'hiver. Et aujourd'hui, je vais continuer sur ce qui avait été abordé hier, c'est-à-dire la propagation de la philosophie de l'esprit seulement au Tibet. Dans la division des différentes sections que j'ai utilisées hier, ou la fois précédente, donc nous avons six catégories. Et aujourd'hui, donc on va aborder la dernière section qui est la 6e, qui est la relation entre la vue de l'esprit seulement et celle de Sheng Tong, la vacuité d'autres. Aujourd'hui, j'étais un petit peu pressé, mais je n'avais pas d'autre moyen. Parce que je dois vouloir tout préparer en peu de temps. C'est un peu difficile, je pense. Je vous ai beaucoup parlé de l'historique de l'esprit seulement, et je ne pense pas que je n'ai besoin de trop en rajouter, mais il y a un point qui est quand même assez important, c'est que donc il y a des différences dans les explications que l'on trouve des traités de Maitreya dans le Tengyur. Par exemple, Aryabhadra, il dit que il écrit que dans son commentaire sur la Prajnaparamita en 8000 lignes, le noble Asanga avait réalisé la signification entière des Écritures, mais qu'il n'avait pas pleinement réalisé. Il avait compris le sens, mais pas le sens profond. Donc il n'en avait pas, il avait compris les sons, les paroles, mais n'en avait pas compris la signification profonde du sens.
Et donc, c'est pour cette raison, et il en était malheureux de ne pas avoir compris le sens profond. Donc, pour cette raison, Maitreya enseigna l'explication des sutras et écrivit les textes racines, hein, l'ornement, en vers, l'ornement des sutras. Kasanda reçut, entendit, puis ensuite lui-même et Vasubandhu l'enseignèrent. Ensuite, Abhaya Karagupta et dans son texte écrivit différemment. Dans son texte qui s'appelle La moelle du clair de lune, qui est un autre commentaire des 8000 lignes, qu'après le passage du Bouddha dans le Paranirvana, Vajrapani Setwa souhaita compiler la Prajnaparamita et les autres sutras. À ce moment-là, Maitreya et d'autres bodhisattvas rassemblèrent et compilèrent la Prajnaparamita. Cependant, le sens étant trop profond et difficile à réaliser, afin de le réaliser, Maitreya a écrit le texte racine de l'ornement de la libération l'ornement de la réalisation manifeste. Mais Haribhadra se trompe en disant qu'il a écrit à une époque ultérieure à cause d'Asanga. Donc c'est comme ça qu'il le réfute. Ce texte n'a pas été écrit plus tard. Et donc comme les explications diffèrent, il est important de faire des recherches à ce sujet. Donc dire que c'est d'abord que Asanga est venu après et pour faire la demande à Maitreya de donner les explications, il dit que c'est faux. Donc il y a différentes explications dans les différents commentaires que l'on a dans le Tengyur même. Donc il est important de faire des recherches à ce sujet. Donc je vous ai parlé l'autre jour des différentes écoles à laquelle appartiennent, de l'école à laquelle appartient les dharmas de Maitreya. Mais j'ai pensé que je pourrais clarifier cela aujourd'hui un peu plus. En général, il n'y a pas beaucoup de débats en Inde ou en Chine pour savoir si les dharmas de Maitreya sont la voie du milieu ou l'esprit seulement. Mais au Tibet, par contre, il y a beaucoup de débats à ce sujet-là. Et comme il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'opinions divergentes. Mais concernant la position la plus connue, donc il y a trois approches. Donc il y en a qui disent que tout est Madhyamika, ou ceux qui disent que tout est l'esprit seul, ou alors que certains sont de Madhyamika et d'autres sont de l'esprit seulement. Mais la plupart considèrent quand même que c'est un mélange des deux. Donc, qu'avons-nous? Par exemple, Lotsawa, Loden Sherab, Shomden Rigjal, Jongden, l'omniscient et Gorampa, et ainsi de suite. Donc, disent que les 5 traités sont, pour certains, du Madhyamika, pour d'autres, de l'esprit seulement. Alors, pour eux, l'ornement de la réalisation manifeste, c'est le Madhyamika, de même. Et l'ornement des sutras, la distinction du milieu et des extrêmes et distinguer les phénomènes de leur nature. Là, je vais vous commenter. Là, j'entends plus sa sainteté. Donc, donc, pour lui, ils disent, pour eux, l'ornement de la réalisation manifeste, c'est la voie du milieu. L'ornement des sutras est différencier le milieu des extrêmes et distinguer la nature, pour lesquels il y a une version une prose et une version en vers, sont des commentaires de la pensée de tous les sutras du Mahayana, et leur vision est celle des 3 natures. Et que sont de l'esprit seulement.
Et la continuité suprême, c'est la vue ultime du Mahayana des sutras de l'essence. On va, on va reprendre là, j'ai été coupé sur ce que dit Sasanté. Donc, Karmapa Mikyo Dorje cite Sangenyampa Rinpoche qui dit selon mon père, le grand Repa Sangenyampa, il est prouvé que les 5 dharmas de Maitreya sont des commentaires sur la signification de toutes les paroles du grand véhicule de la cause et du résultat. Ce n'est pas que les 3 traités intermédiaires n'enseignent pas la voie du milieu de manière indirecte, mais explicitement, ce sont des traités spécifiques à l'esprit seulement. Le premier dharma de Maitreya est commun à la fois à la voie du milieu et à l'esprit seulement, et le dernier dharma de Maitreya est un traité commun au sutra et au tantra, dit-il. Donc cela correspond à la position, à la vue générale. Maintenant, Yak Mipam Chogi Lama, Dolpopa Sherab Gelsen et Panchen Sakya Chokden, et ainsi la plupart des partisans de la vue Shentonpa disent que tous c'est la voie du milieu. Donc pour eux, les 5 dharmas de Maitreya sont des textes du Madhyamika ou sont des textes de la voie médiane, la voie du milieu. Alors ceux qui disent que ce sont tous des textes de l'esprit seulement, Redawa Shenurje a écrit dans son dialogue avec l'abbé Tsechen, Grand Amour, il lui dit Asanga, Vasubandhu et leurs disciples ont enseigné que les dharmas de Maitreya sont des textes de l'esprit seulement. Et si l'on n'enseigne pas les dharmas de Maitreya comme étant l'esprit seulement, cela revient à dire que les textes d'Asanga, Vasubandhu et leurs disciples ne sont pas des textes de l'esprit seulement. Donc, on ne trouvera personne qui soutienne ou qui détienne cette école de l'esprit seulement. De même, dans les extraits du dialogue de Lama Sergalsen, il est dit parmi les 5 dharmas de Maitreya, qu'est-ce qui permet d'affirmer que l'ornement de la réalisation manifeste est la voie du milieu et que les autres et que les 4 autres sont l'esprit seulement? Donc, quand il se pose la question, la réponse qu'il donne, c'est que s'ils sont la voie du milieu, il semble qu'ils devraient être tous la voie du milieu, et s'ils sont l'esprit seulement, ils devraient tous être l'esprit seulement. Il ne peut pas y en avoir quelques-uns qui soient de la voie du milieu, d'autres qui soient de l'esprit seulement. Donc, il dit, il n'y a pas de raison de dire que certains de ces 5 traités sont de la voie du milieu et d'autres sont de l'esprit seulement. De plus, il explique que cette distinction est très claire dans les traditions de Arya Vimukitsena et Haribhadra et de la plupart des érudits tibétains antérieurs. Et on peut dire que la plupart des érudits tibétains antérieurs ont aussi également expliqué ainsi. Donc, même si beaucoup de Tibétains ont dit que c'était à la fois des textes pour certains du Madhyamika et d'autres du Chittamatra, pour Rendawa, ce n'est pas possible. Ceci dit, au Tibet, il n'y en a que très peu qui disent que les 5 traités de Maitreya sont l'esprit seulement, les Chittamatra. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de la vue qui correspond à ces dharmas de Maitreya. Donc, parmi les 5 dharmas de Maitreya, Asanga et Vasubandhu ont écrit des commentaires sur l'ornement des sutras.
Donc, l'ornement des sutras, il y a un commentaire de Vasubandhu. Et pour le texte, la différenciation du milieu et des extrêmes, Vasubandhu aussi, on a écrit un commentaire. Et pour la différenciation des phénomènes et de leur nature, Vasubandhu a aussi écrit un commentaire. Alors que pour le texte de la continuité suprême, Asanga, on a écrit un commentaire. Mais il n'y en a pas sur l'ornement de la réalisation parfaite, manifeste. Et plus tard, quand je vous aurai l'opportunité de vous enseigner la continuité suprême, je vous en parlerai plus en détail. Donc, en réalité, même si l'on peut voir que pour les quatre derniers les 5 traités, il y a des commentaires soit de Vasubandhu, soit d'Asanga, on n'a pas la certitude qu'il y en ait sur l'ornement de la réalisation manifeste, le Nantogen. En sanskrit, c'est l'Abhisabhayalankara. En général, on a différents commentaires de la réalisation manifeste. Et l'on parle aussi, mais plus que de la réalisation manifeste, sur les 5 traités de Maitreya, il y a 20 commentaires qui sont liés au Dharma de Maitreya, mais par exemple, pour vous parler des différents commentaires qui existent sur l'ornement de la réalisation manifeste, il y a ceux de Namdrolde et de Haribhadra qui sont très connus. Mais comme vous, dans les Shedra, vous en avez tous la connaissance. Comme dans les Shedra, vous en avez déjà une bonne connaissance. Je n'ai pas besoin d'en élaborer là-dessus, même si j'avais préparé quelque chose. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire d'en parler en détail aujourd'hui. Donc on parle de 12 commentaires qui sont en lien avec l'ornement des sutras et d'autres, et 9 qui ne le sont pas. Donc en fait, donc en réalité, un élève de Vasubandhu qui s'appelle Papa Namdrolde, Arya Vimukitsena, a condensé les nombreux chapitres des 25 de la Prajnaparamita en 20 000 en 8 chapitres et les a organisés selon l'ornement de la réalisation manifeste et a écrit un commentaire. Donc ensuite, il y a un laïc qui s'appelle Shantivarma Shivagocha qui a apporté les 20 000 vers et 8 chapitres du Potala et de Varanasi. Puis Maitreya a dit à Vimukitsena de se rendre à l'est et les deux se sont rencontrés. Il a ensuite écrit un commentaire sur l'ornement de la réalisation manifeste qui s'appelle La lumière des 20 000. Et probablement que ce commentaire parmi les textes est considéré comme étant le plus puissant. Parce que le commentaire, parmi tous les commentaires, le commentaire de Haribhadra sur les 8000 vers est capable d'expliquer les 20 sutras de la Prajnaparamita, les plus longs, les sutras mères et les sutras enfants. Et donc, il est considéré comme le commentaire le plus puissant.
Et il y a aussi d'autres qui disent que d'autres érudits disent que c'est 17, c'est donc, à l'époque au Tibet, au début au Tibet, il y avait ces 17 commentaires. 야 뒤로 응아시 개바도 마침 캔 거야 지금 유흥아시 캔 거야 데 계속 모르도 와 단단한 원도 얘기 제바 지금 가서 견쟁이 지질서 뭐 듣고 막 좀 뭐지 다 잠시 현실이 제바 야가르기 개바 Ensuite, il existe 20 textes qui sont reliés aux 5 dharmas de Détrama. Donc, il y a les deux textes qui ont le titre ornement, les deux différenciations, le continuum, la continuité suprême, sont les 5 dharmas de Maitreya. Donc, si on leur ajoute les 5 sections des niveaux, les 2 compendiums et les 8 traités de Vasubandhu, il y en a 20. Donc les 8... on va reprendre ces 20 traités. Donc les 2 ornements, l'ornement de la libération et l'ornement des sutras, les différenciations des extrêmes et les différenciations du dharma et de leur nature, et la continuité suprême sont les 5 dharmas de Maitreya. Donc si on leur ajoute les 2 compendiums et les 5 sections de niveau de Yogacharya et les 8 traités de Vasubandhu, cela en fait 20. Donc les 8 traités de Vasubandhu sont la vingtaine et la trentaine, le traité prouvant le karma, le traité sur les 5 agrégats et le commentaire sur l'interdépendance. Donc certains connaissent ces 20 traités qui sont reliés au dharma de Maitreya. Donc il y a les 2 ornements, l'ornement de la libération, l'ornement des sutras, la différenciation, les 2 textes de différenciation et la continuité suprême, les 5 sections ou les 5 sadhana, c'est les 5 niveaux de Yogacharya, les 2 compendiums, et puis les 8 traités écrits par Vasubandhu. Cela donc fait 20. Donc les 8 traités ou les prakarana de Vasubandhu sont la vingtaine, la trentaine, le traité prouvant le karma, le traité sur les 5 agrégats et le commentaire sur l'interdépendance.
Donc certains commentaires incluent le commentaire de la différenciation des phénomènes et de leur nature à la place de celui-ci. Mais Bhutan Rinpoche et Sera Jetsun disent qu'il s'agit du commentaire sur l'interdépendance. Ensuite, il y a en plus donc le commentaire sur la différenciation du milieu et des extrêmes et le commentaire sur l'ornement de la réalisation manifeste. Donc, selon l'histoire du Dharma en Inde de Taranatha, bien qu'on les appelle les 8 traités ou les 8 prakarana, il est difficile d'appeler les commentaires sur l'interdépendance et la différenciation du milieu et des extrêmes et l'ornement des sutras, ainsi que l'explication de la conscience uniquement comme étant des traités. Et il est utilisé à partir des traités sur la preuve du karma, les 5 agrégats, la vingtaine et la trentaine, par certains, mais pas par d'autres. Donc ce n'est pas très logique, dit-il. Donc si c'est un traité, il faudrait, ou si c'est un exposé, il faudrait que ce soit plus expliqué comme étant un exposé. Donc cette distinction où l'on parle des 8 traités de Vasubandhu ou des 20 textes reliés à Maitreya sont des terminologies qui sont apparues au Tibet mais qui n'existent pas en Inde. Donc lorsque les traités de Maitreya ont été traduits ou ont été expliqués au Tibet, ça a commencé par la traduction de Patsab Lodsawa et Tsen Kawache, qui se sont rendus en Inde et qui ont reçu le Dharma. D'abord, Tsen Kawache s'est d'abord rendu en Inde et était âgé. Et pour lui, comme il était âgé, il a surtout mis l'accent sur la pratique, sur les traités parlant de la pratique. Ensuite, Sugar Dorje l'a traduit, puis Tsen Kawache a enseigné le continuité suprême. Et en même temps, il y avait un autre Lotsawa qui s'appelait Pema Sangye, qui a reçu ses enseignements et qui a écrit des notes. Et il y a une grande explication de l'ornement des sutras par lui, mais que l'on ne retrouve plus de nos jours. Donc le plus ancien des commentaires des traités de Maitreya vient de Nok Lotsawa. Donc il a d'abord commencé par faire un commentaire sur l'ornement de la réalisation manifeste. Ensuite, il a fait aussi un commentaire sur le sutra du cœur, puis des commentaires sur l'ornement des sutras, le gyolama, la différenciation du milieu des extrêmes et la différenciation entre le dharma et leur nature. Donc ce sont les premières explications tibet sur les traités de Maitreya. Donc il les a traduits, il a écrit, il les a traduits et il les a aussi enseignés à d'autres. Et donc on peut dire qu'on a encore cette lignée qui vient de Tsen Kawache.
ce que je vous expliquais les jours précédents. Il y a donc une tradition à la fois de l'explication orale de ces traités métriens, mais aussi une tradition de la méditation. Mais la tradition que nous avons à l'heure actuelle vient surtout de Nok Lotsawa. Par exemple, le premier des universités monastiques, c'est le Nalanda du Tibet, c'est Sampoche. Et c'est le premier Shedra du Tibet. Et il y a eu beaucoup de grands érudits qui sont arrivés dans ce Shedra, qui sont sortis de ce Shedra et qui ont composé beaucoup de commentaires des traités de Maitreya et ont ainsi participé à la propagation des dharma de Maitreya. Donc c'est pour ça que nous sommes très reconnaissants à Nok Lotsawa. Mais on n'est pas simplement par rapport au dharma de Maitreya, on est aussi très reconnaissant, lui doit beaucoup, aussi pour le Pramana, et pour beaucoup d'autres textes. Ainsi que, et aussi pour beaucoup de textes sur les tantras, etc. Et on doit beaucoup en fait à Nok Lotsawa. Et plus tard, les 4 grandes lignées que l'on a au Tibet commencent à considérer que sa propre lignée est la plus importante. Oui, c'est ce qui est le plus important pour nous, mais avant qu'il y avait tout cela, au tout début, lorsque le Dharma a commencé à se répandre au Tibet, il y a eu tous ces grands érudits, ces grands êtres qui étaient absolument incroyables et qui ont abordé les enseignements du Bouddha de manière complètement non sectaire et ont ainsi participé à leur propagation au Tibet. C'est grâce à eux qu'on a tout ce que l'on a maintenant. Donc il ne faut pas oublier cette reconnaissance, ce que l'on leur doit. Donc voilà pour les premiers commentaires. Donc maintenant, je vais vous parler de la lien qu'il y a entre la vue Shengtong et l'esprit seulement, et celle de l'esprit seulement. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est assez difficile d'aller directement au point principal. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je vais dire, c'est plus en fait à prendre dans le contexte d'une discussion. Donc c'est plutôt vous partagez ma propre compréhension, inclure ça dans une discussion, mais ce n'est pas une certitude que j'ai quelque chose que j'ai pleinement défini. Donc j'ai pensé que c'était quand même important de parler de Shengtong et de l'esprit seulement. Alors Shengtong, c'est la vacuité d'autres, mais je vais employer le mot tibétain, Shengtong, ce sera plus simple. Donc on parle de Rangtong et de Shengtong, la vacuité de soi et la vacuité d'être autre. Donc je vais employer le mot tibétain, Rangtong et Shengtong. Donc au Tibet, il s'est développé une tradition consistant à diviser la voie du milieu en Rangtong et en Shengtong. Donc la vacuité de soi et la vacuité d'être autre, vide d'être autre et vide d'être soi-même, on pourrait dire. Donc qu'est-ce que cela signifie Rangtong? Le Rangtong est un point de vue qui met l'accent sur la pensée des vers racines sur la voie du milieu de Nagarjuna et sur l'entrée dans la voie du milieu de Chandrakirti. Et le Shengtong est un point de vue qui met l'accent sur la continuité suprême et le reste des 5 dharmas de Maitreya, ainsi que sur les autres œuvres d'Asanga et de Vasubandhu. Pour expliquer la signification de Rangtong et de Shengtong, il y aurait beaucoup de détails, beaucoup de choses à dire en détail, mais pour vous l'expliquer d'une manière assez claire, ceux qui affirment que tous les phénomènes sont vides de leur propre essence ou vides d'existence véritable, ce sont les Rangtong.
Donc, ceux qui affirment que tous les phénomènes sont vides de leur propre essence ou vides d'existence véritable. Ensuite, il y a ceux qui affirment que l'essence de la nature de Bouddha n'est pas souillée ou est vide des souillures adventices, mais que la nature de Bouddha, elle, n'est pas vide d'elle-même, sont appelés les Shengtong. Donc, pour ce qui est de la vue Shengtong, ça a commencé avec Tsen Kaoche, qui a été le premier à mettre l'accent sur la continuité suprême, le Gyulama. Et on dit que c'est donc à partir de lui qu'est venue cette vision ou cette vue de la vue Shengtong. Puis plus tard, Rangjung Dorje, le troisième Karmapa, l'a également souligné avec insistance. Puis plus tard, Dolpopa Sherab Gyaltsen a déterminé la présentation entière de la base du chemin et de la fruition et a fondé une école indépendante de la vue Shengtong. Et c'est ce qui est devenu plus tard bien connu comme l'étant l'école Jonang. Donc, je vais vous parler de la relation entre Dolpopa et Rangjung Dorje. Historiquement, Dolpopa est allé rendre visite à Karmapa Rangjung Dorje. Et ils ont beaucoup eu de discussions par rapport à la vue. Et à cette époque, Rangjung Dorje était Shengtong et Dolpopa était Rangtong. Donc, Rangjung Dorje tenait la position de Shengtong et Dolpopa la position de Rangtong. Donc, avant même que Dolpopa devienne Shengtong, il était Rangtongpa et il a ainsi eu des discussions philosophiques sur ces différentes vues avec Karmapa Rangjung Dorje. Donc, ils ont probablement débattu. Puis, Rangjung Dorje lui a dit, maintenant, vous me réfutez. Vous réfutez mon adhérence à la vue Shengtong. Mais à l'avenir, vous défendrez vous-même, en tant qu'école, la vue Shengtong. C'est ce que lui a dit le Karmapa Rangjung Dorje. Donc c'est probablement ce que l'on voit dans les livres, c'est cette histoire qui nous est racontée dans les livres d'histoire, qui nous explique l'histoire de la lignée Kagyupa. Donc en regardant ce récit, on peut voir qu'avant que Dolpopa ne devienne un Shengtongpa, Rangjung Dorje l'était déjà. Et probablement que le fait que Rangjung Dorje soit un Shengtongpa, cela a eu beaucoup d'influence sur Dolpopa. Donc c'est très probablement ce fait que Rangjung Dorje soit un adhérent de la vue de la vacuité d'être autre qui a largement influencé la vue de Dolpopa. Voilà pour cette première session. On fait 30 minutes de pause et on se retrouve après. Je vais continuer. Donc le troisième Karmapa, Rangjung Dorje, a donc atterri à la vue Shengtong avant Dolpopa. C'est ce que je viens de vous expliquer. Karmapa Rangjung Dorje a lui-même écrit des textes sur la vue Shengtong. Par exemple, un commentaire sur l'éloge du Dharmadhatu de Bankarjuna,
de distinguer le phénomène et leur nature, ainsi que le texte Rasting et son autocommentaire du sens intérieur profond. Il a aussi écrit un commentaire sur la continuité suprême, le Gyolama, et d'autres textes. Il a écrit de nombreux ouvrages qui, au lieu de parler d'une vacuité d'une réfutation par la négation, le Megak, la réfutation de l'existence, la négation de l'existence, il a enseigné la vue de la nature de Bouddha. Donc, que dit-il? Karmapa Ranjuk Dorje. Donc, sans comprendre pleinement, au moins la signification des mots de la continuité suprême et du sens intérieur profond que j'ai écrit, ceux aspirant au Vajrayana profond seront incapables d'approcher complètement dans la signification profonde et vaste le véhicule du mantra. Donc, étudiez bien ces deux textes. Donc ici, nous parle donc de le Gyolama et le Zamonongten. Bon, pour cette raison, jusqu'à ce jour, dans la lignée Kagyupa, tous ces enseignements, l'enseignement du sens profond des deux livres des Vajra et de la continuité suprême ont été maintenus sans interruption, et ceci est principalement dû au fait que Rangjung Dorje a mis l'accent dessus, il a déterminé ainsi. Donc la vision de Rangjung Dorje est donc celle de Shentong, est proche de celle de Shentong. Mais si l'on se dit, est-ce qu'il y a une différence avec la vue mais ce que lui-même a parfois écrit et ce que son disciple, Sherab Rinchen, a écrit, si nous comparons donc ses propres œuvres et celles de son disciple, Sherab Rinchen, le Shentong de Rangjung Dorje est différent de celui de Dolpopa. Par exemple, Rangjung Dorje dit qu'ultimement, la nature de Bouddha transcende les deux extrêmes de l'existence et de la non-existence. Il ne dit pas qu'elle est catégoriquement réellement existante. Cependant, parce que Rangjung Dorje dit que l'ultime, c'est la sagesse primordiale, il met l'accent sur la position de l'existence de la nature de Bouddha plus que sur celle de la non-existence des phénomènes. Et il enseigne que cela correspond à la pensée de Nagarjuna et d'Asanga. Rangjung Dorje avait bien étudié et contemplé les 5 niveaux de Bodhisattva et d'autres textes sur l'esprit seul, mais il a surtout mis l'accent sur les dharmas de Maitreya. Il est le premier Kagyu à répandre l'enseignement du dharma de Maitreya. Et les maîtres Jonangpa et d'un certain point de vue, il y a eu un grand effet sur la diffusion de ces textes au Tibet. Et d'un autre point de vue, nombreux sont ceux qui ont émis des objections. Par exemple, aussi, donc non seulement il y a eu Rangjung Dorje, mais aussi Mipa Rinpoche qui était un tenant de la vue Shentong. Donc on peut dire que mais ça a vraiment commencé et ça a été la plus grosse influence a été celle de Rangjung Dorje. Et il y a aussi un autre point important. Dolpopa, lui, prétend que la nature de Bouddha est véritablement existante. Par exemple, dans son ouvrage,
dans son ouvrage L'océan du sens, le Dharma de la montagne, l'océan du sens définitif, Dolpa Sherab Gassen dit que les ouvrages comprenant les sutras de la troisième roue du Dharma et les 5 traités de Maitreya, le compendium de l'Abhidharma, les 5 séries de niveaux, la trentaine et la vingtaine de Vasubandhu et ainsi de suite, ne sont pas l'esprit seulement. Mais Ranjung Yeshe dit que la troisième roue du Dharma n'est pas la rue définitive. Donc pour lui, pour Dolpopa, depuis des temps sans commencement, la nature de Bouddha existe intrinsèquement, libre de toute souillure. Donc elle existe là, elle est présence véritable ou elle existe véritablement et que cela ne fait pas de différence dans la terminologie. Mais quand Ranjung Yeshe dit de la véritable présence, la véritable existence, il parle d'une présence depuis des temps sans commencement. Que la sagesse primordiale existe depuis des temps sans commencement, donc en sorte de présence éternelle, mais que les phénomènes, comment dire, adventistes, eux, ne sont pas véritablement existants. Donc il y a quelques approches différentes de la véritable existence intrinsèque de cette nature, ultime ou pas. Donc, Ranjung Dorje avait bien sûr étudié et contemplé les 5 niveaux de Yogacharya et d'autres textes de l'esprit seulement, mais pour lui, il a surtout mis l'accent sur les dharmas de Maitreya. Et donc, on peut dire qu'il est le premier Kagyupa, que ce soit Kagyu général ou même dans les soulignés, à répondre à l'enseignement des dharmas de Maitreya. Donc, le maître Jonangpa Dolpopa, lui, n'accepte pas l'idée d'être lui-même un esprit seulement, un tenant de l'esprit seul. Mais les maîtres Jonangpa, donc comme Dolpopa, mettent l'accent sur les dharmas de Maitreya et les textes de l'esprit seulement et les utilisent comme source principale pour leur vision. Ainsi, d'un certain point de vue, donc les dharmas de Maitreya et les traités et les textes existants sur l'esprit seulement ont eu un grand effet sur la diffusion de ces textes au Tibet. D'un autre point de vue, et d'un autre point de vue, de nombreux sont ceux qui ont émis des objections. Par exemple, dans les Annales bleues, qu'y a-t-il décrit? Il y a ceux qui disent que l'affirmation de l'omniscient Dolpopa, selon laquelle la nature de Bouddha est permanente, selon laquelle la nature de Bouddha est permanente est erronée, mais il y en a beaucoup dans Lu et de Lonsang qui prennent la continuité suprême comme un yidam. Et ça, c'est grâce à lui. Donc, il y en a beaucoup qui, dans les Annales bleues, Bhutton nous explique que au Tibet, beaucoup de personnes prennent la continuité suprême comme étant très, très importante. Donc, Gorhampa, lui, dit ce que l'on appelle l'esprit seulement a été changé en Shengtong. Et les Jonangpa disent que c'est la tradition de la grande voie du milieu. Voilà. Qu'en réalité, cette vue, c'est les vues de l'esprit seul, mais que les Jonangpa l'ont changé le nom et l'appellent la tradition de la grande voie du milieu.
ou Machempo. Dans toutes les lignées, dans toutes les écoles, donc, pour Dolpopa, il n'accepte pas la vue de l'esprit seulement, même s'il est très érudit de cette vue. Que les textes que ce qui sont comme les cinq traités du Yogacarya, les compendiums du Mahayana, etc., pour Dolpopa, ce ne sont pas le compendium de l'Abhidharma, les 5 niveaux de Yogacarya, la vingtaine, la trentaine de Vasubandhu, et ainsi de suite. Pour lui, ce ne sont pas des textes de l'esprit seulement, ce sont des textes de la voie du milieu, même parmi la voie du milieu, de la grande voie du milieu. Et il le prouve par de nombreuses citations et logiques dans son texte qui s'appelle Dharma de la montagne, océan du sens définitif. Dans ses lettres à ses disciples, il dit qu'il n'était absolument pas vrai que la troisième roue du Dharma était connue sous le nom de l'esprit seulement. Les 5 Dharmas de Maitreya sont des textes de la grande voie du milieu. Ce ne sont pas des textes de l'esprit seulement pour Gampopa. Pour Dolpopa, pardon. Ce ne sont pas des textes de l'esprit seulement, ce sont des textes de la grande voie du milieu. Alors que les sutras, tels que l'Avantasamka, le Mahaparinirvana Sutra, sont connus comme les sutras de l'esprit seulement, même s'ils sont connus comme étant des textes de l'esprit seulement, ils sont pour sûr des sutras de la grande voie du milieu, eux aussi. Asanga, Vasubandhu, Dignaga et tous ceux qui sont connus comme étant des panditas de la voie de l'esprit seulement sont en réalité des maîtres de la voie du milieu. Donc c'est ce qu'affirme avec véhémence Dolpopa. On dit qu'ils ont commenté la Prajnaparamita en tant qu'esprit seulement, mais ce n'est absolument pas vrai, dit-il, en réalité. Donc en bref, dans la tradition Jonangpa, il n'est pas clairement identifié quels sont les textes de l'esprit seulement et qui sont les érudits de l'esprit seulement ou les maîtres de l'esprit seulement. Ou si c'est le cas, il n'y en a qu'un ou deux. On parle surtout maintenant de Asanga, Vasubandhu et de certains de leurs textes. Mais Dolpopa dit que ce ne sont pas des esprits seulement, ce ne sont pas des maîtres de l'esprit seulement. Après Dolpopa, après Jonang Dolpopa, le plus célèbre des grands érudits Jonangs fut Jonang Taranatha. Donc c'était vraiment un érudit qui possédait une connaissance extraordinaire de l'histoire du Tibet et qui possédait un esprit juste et impartial. Donc il a énormément écrit, il a fait beaucoup de recherches sur l'histoire de l'Inde et du Tibet. Et je pense que son discours est un peu différent de celui de Dolpopa. Par exemple, que dit Taranatha? Il dit que Baba Viveka et d'autres disent que Asanga est un maître de l'esprit seulement et le critique pour cela. Donc je me demande, puisqu'il dit cela, puisqu'il affirme cela, s'il ne considère pas que Asanga a été généralement connu comme étant un maître de l'esprit seulement. Et cependant, Taranatha n'utilise pas l'esprit, n'utilise pas le terme esprit seulement. Dans son histoire du bouddhisme en Inde, il utilise le mot Namrik, la conscience.
Parfois, il parle même de Namrik Uma, c'est-à-dire la conscience voie du milieu. Donc, il n'est pas aussi, ce n'est donc pas très clair sa position. Donc, fondamentalement, Taranatha décrit Dignaga, Shirtamati, Dharmapala, Chandragomin, Vinatadeva et Ashvabhava comme s'ils étaient des maîtres de l'esprit seulement. Mais si nous regardons la façon dont ils parlent, c'est différent des opinions que tiennent Dolpopa, de l'opinion, de la vue, de la compréhension de Dolpopa selon qui Asanga et Vasubandhu et ainsi de suite, même en Inde, n'étaient pas connus comme étant des maîtres de l'esprit seulement. Donc Taranatha dit que Asanga, Vasubandhu et les autres étaient communément connus sous l'esprit comme étant des maîtres de l'esprit seulement, mais je pense qu'au fond de lui, il pense qu'ils sont en fait des maîtres de la grande voie du milieu, Shengtong. Donc c'est quelque chose que l'on se doit de continuer à réfléchir et à analyser. Donc en ce qui concerne l'école Shengtong, après Dolpopa, le maître dont la position était la plus différente était Pelden Shakya Chokden. Donc c'était un des plus grands érudits Sakyapa. C'était l'un des 3 plus grands érudits des sutras et des tantras parmi les érudits Sakyapa. On parle des 3 grands érudits des sutras et des tantras. Et Penchen Shakya Chokden en faisait partie. Et Shakya Chokden était très lié au 7e Karmapa, Shuragamso, et au 4e Shamarpa. Et il a eu une grande influence sur les autres lignées, y compris sur la lignée Kedyupa et Jonangpa, que sur sa propre lignée de Sakyapa. Dans la première partie de sa vie, il était Rangtong, mais dans la dernière partie de sa vie, il était devenu Shengtong. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il y avait 2 voies du milieu. La voie du milieu Shokaracharya, Yogacharya, et la voie du milieu des partisans de l'absence d'essence. La première, c'est Rangtong, et la seconde est Shengtong. Et la seconde, elle-même peut être divisée en conséquentialiste et en autonomiste, tel Jyopa et Ranjupa. Donc il donne 3 distinctions. Donc la voie du milieu Rangtong Yogacharya descend essentiellement de Shantarakshita. Et la voie du milieu Yogacharya Shentongpa descend d'Asanga et de ses disciples. Donc, bien sûr qu'il y a cette voie du milieu Yogacharya, mais d'en définir une étant Shengtong, je pense que c'est son approche spécifique à lui. Ce qui est compliqué dans son utilisation des termes, c'est que l'esprit seulement, le Chittamatra, c'est connu comme étant une des 4 écoles. Mais les tenants de la conscience, Namringpa et les Yogacharya, Nejotchepa, peuvent être compris non pas comme étant l'esprit seulement, mais à la fois comme étant l'esprit seulement et aussi faisant partie de la voie du milieu. Parce que aussi dans le Madhyamika, on a les Madhyamika Yogacharya qui sont et à l'intérieur de cela, ceux qui sont Rangtong et ceux qui sont Shengtong. Donc de même, en général, on dit que dans l'esprit seulement, il y a 2 divisions, les apparences véridiques et les apparences trompeuses, ou les images, l'imagerie qui apparaît à l'esprit. Certains disent que c'est des images réelles et d'autres des images fausses. Cependant, Shakya Chokden dit à ce sujet que même si les passages distinguant les apparences véridiques et fausses
sont présentes dans les textes de l'esprit seulement, ce terme n'existait pas du tout en Inde. Et aussi, un point important qu'il lève, c'est que l'école prônant les apparences trompeuses sont en réalité la voie du milieu, Yogacharya, Shengtongpa. Donc pour lui, l'esprit seulement apparence trompeuse, c'est en réalité le Madhyamika Yogacharya Shengtongpa, c'est-à-dire la voie du milieu, Yogacharya Shengtongpa. Il a également dit que la différence entre l'esprit seulement et la voie du milieu, ou entre l'esprit seulement et la voie du milieu Yogacharya Shengtong, c'est que l'esprit seulement affirme que la conscience est la vérité ultime, alors que la voie du milieu Yogacharya affirme que la conscience n'est pas ultime, mais que seule la sagesse et la conscience de soi est ultime, ou l'autoconnaissance est ultime. Dans la tradition de l'esprit seulement, la sagesse, c'est aussi la conscience. Sagesse primordiale, conscience, c'est la même chose. Mais dans la voie du milieu, Yogacharya, la sagesse primordiale, ce n'est pas la conscience. Dans la tradition de l'esprit seulement, la nature dépendante, Shenwang, existe réellement, mais pas selon la voie du milieu Yogacharya. Donc il y a différentes approches. Et l'ornement des sutras explique aussi que la nature dépendante est illusoire et puisqu'elle est illusoire, elle n'existe donc pas réellement. Donc une des différences avec Dolpopa, Also, donc il y a une différence entre Dolpopa et Shakyashugden. Dolpopa dit que les acharyas, les maîtres de la voie du milieu, n'ont pas qualifié Asanga et Vasubandhu de esprit seulement et les ont réfutés. Mais Shakyashugden dit qu'ils les ont réfutés. Et cependant, il ne s'agissait pas de réfuter la pensée de la voie du milieu de Yogacharya, de même, Bhavaviveka et Chandrakirti ont réfuté Asanga et ses disciples. Et ils ont dit qu'ils n'étaient pas du Madhyamika. Et on dit qu'Asanga et ses disciples ne sont pas, Bhavaviveka et Chandrakirti ont dit qu'Asanga et ses disciples ne sont pas des maîtres de la voie du milieu. Mais si c'est tout ce qui est nécessaire pour ne pas être la voie du milieu, alors Asanga et ses disciples expliquent que les partisans de l'absence d'essence tombent dans une vue extrême de nihiliste.
Donc, parce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la vue de Asanga et de Eva Subandhu qu'ils disent qu'ils ne sont pas Madhyamika. Donc, en bref, la pensée de Shakya Shugden explique différentes approches de la vue Shen Tongpa. Donc on se doit de réfléchir, est-ce que quels sont les points communs et les différences entre la vue Shen Tong et aussi l'esprit seulement parlant des apparences trompeuses. Donc, en bref, pour résumer, le lien qu'il y a entre le Shen Tong et l'esprit seulement, bien que l'esprit seulement ne se soit pas réellement répandu au Tibet, cependant, parce que les sources sur lesquelles il s'appuie sont exactement les mêmes, que les sources pour l'esprit seulement, pour les tenants de l'esprit seulement, et les sources pour les tenants de la vue Shen Tong, puisqu'elles sont exactement les mêmes, je pense qu'il est correct de dire que la vue de l'esprit seulement est la vue la plus proche de la vue Shen Tong et qu'elles sont extrêmement liées, puisqu'elles possèdent les mêmes textes de source, les textes. Mais l'on ne peut pas dire que Shen Tong ce soit l'esprit seulement, mais il y a une étroite relation. Et même si les sources et les sutras sources sont les mêmes, les Shektampa n'acceptent pas du tout qu'on les considère comme étant l'esprit seulement. Et au contraire, ils ont plutôt de l'aversion que de l'affinité envers les tenants de l'esprit seulement. Et Karlan est la raison. Donc, ça, ce sont mon opinion que je vais vous expliquer. Donc, je ne sais pas si l'opinion d'un individu ordinaire est intéressante, mais la première raison est que tout d'abord, au Tibet, on considère que les écoles du Mahayana doivent être soit des écoles de l'esprit seulement, soit des écoles de la voie du milieu. Donc c'est ce que l'on pense. On pense que le Madhyamika est défini, dans le Mahayana, c'est défini soit par l'esprit seulement, soit par la voie du milieu. Et entre les deux, la voie du milieu est généralement acceptée comme étant la vue finale, la meilleure. Donc la plupart en particulier, pendant la période de propagation du Dharma ultérieure, la voie du milieu était tellement influente que personne ne pouvait se défaire de l'idée qu'il s'agissait, qu'ils étaient eux-mêmes les tenants de la voie du milieu. Pour eux, pour les gens, parce qu'il y avait une telle influence que, par exemple, oui, parce que tout le monde était Madhyamika et tout le monde était sur la voie du milieu, qu'ils ont dit que ce que les dharmas de Maitreya et tout ça, c'était aussi la voie du milieu. Et donc, ils ont dit que c'était obligé que ce soit des tenants de la voie du milieu. Alors, même s'ils les ont appelés, alors soit le Madhyamika conséquentialiste, ou alors le Madhyamika, le grand Madhyamika, la grande voie du milieu, ça devait être des textes de la voie du milieu.
que c'était le summum de la vue. Donc c'est ce que je pense que ça s'est produit comme ça dans la société. Une deuxième raison est que aucun érudit indien de la pensée de l'esprit seul n'est venu au Tibet. Et personne n'est allé en Inde pour étudier l'esprit seulement comme Tang Chungzhong l'a fait pour la Chine. Donc il n'y a pas eu un érudit particulier qui a étudié l'esprit seulement uniquement et l'a introduite au Tibet et a pu influencer le bouddhisme au Tibet comme Tang Chungzhong l'a fait, lui en allant en Inde et en retournant en Chine. Et par conséquent, la transmission des enseignements et la vision de ces textes de l'esprit seulement n'est pas très claire. Nous n'avons pas de lignée de transmission orale de l'explication de ces textes. Dans les textes ultérieurs de l'esprit seulement, tels que les Dharma de Maitreya, il n'y a pas de présomption claire de l'ensemble de la vision, de la vue de l'esprit seul. Ce sont simplement quelques petites parties succinctes. Donc les Dharma de Maitreya ne présentent pas un exposé clair, organisé de la vue de l'esprit seulement. Donc, et donc par conséquent, le fait que l'on peut étirer tout le sens de la vue et puis l'adapter tel qu'on veut à la vision de la vacuité de la voie du milieu. Ah. C'est une deuxième raison. Et en troisième, en Chine et dans les cercles des universitaires contemporains, l'école de l'esprit seulement a une affinité avec l'école tenant de la nature de Bouddha. Et demain, je vous en parlerai du lien entre la nature de Bouddha et l'esprit seulement. Et donc, beaucoup disent que l'esprit seulement, en fait, c'est une école qui prône l'idée de la nature de Bouddha, l'existence de la nature de Bouddha. Et il est tout à fait possible que les maîtres de l'esprit seulement apparence trompeuse, tels que Chittamati, aient eu une forte relation avec l'école de la nature de Bouddha. Et donc, c'est probablement pour cela que après Chittamati, le lien entre l'école de l'esprit seulement et de l'école de la nature de Bouddha était si étroit et si profond que l'on ne comprend pas complètement sa propre tradition, qu'on ne comprend pas vraiment la différence qu'il y a entre les deux. Comme toutes les deux traditions sont extrêmement reliées, on ne comprend pas la vue de l'esprit seulement telle qu'elle est, et on ne comprend pas aussi non plus la vue de la nature de Bouddha telle qu'elle est. Et ainsi, on peut se tromper. Et parfois, on peut donc mélanger l'esprit seulement et la nature de Bouddha, sans pouvoir distinguer ce qui les caractérise respectivement. Et ça, je pense que c'est dû à l'histoire même de la transmission de cette école au Tibet. Donc c'est sûr qu'il y a une relation, il y a même une très grande relation, il y a beaucoup de points communs entre l'esprit seul et la Vishen-tong. Mais si on ne comprend pas individuellement chacune de ces traditions complètement,
On va penser que tel point de vue est un point de vue de l'esprit seulement, mais en réalité, dans le sens profond, c'est une pensée qui s'accorde avec la nature de Bouddha. Et parfois, on va pouvoir identifier une pensée comme étant celle de la nature de Bouddha, alors qu'en réalité, c'est une idée, une vue de l'esprit seulement. Donc, au Tibet, les personnes, donc les maîtres, n'acceptaient pas de se dire, ne se considéraient pas comme étant l'esprit seulement, et même ils avaient de l'aversion ou ne l'aimaient pas, cette école. Si au Tibet, les Shentong n'insistaient pas autant sur le fait, la voie du milieu, et s'affirmaient comme une école distincte, celle de la nature de Bouddha, je pense que la situation serait différente. C'est ce que je pense. Parce que en Inde, cette école existait. Parce que déjà, dès l'origine, il y avait les deux traditions dans le grand véhicule. Mais plus tard, on s'est dit, non, ça ne suffit pas d'avoir deux écoles dans le Madhyamika, dans la voie du milieu, pardon. Plus tard, on s'est dit que ce n'était pas possible qu'il n'y ait que deux écoles dans le grand véhicule, le Mahayana, et qu'il en fallait une troisième, et que cette troisième, c'était la nature de Bouddha. Et quelle est la raison pour laquelle il a dit ça? C'est la présence de ce texte, le Gyulama, la continuité insurpassable. Le texte en sanskrit du Gyulama, c'est en étudiant ce texte de la continuité surpassable. Ils ont vu que c'était proche, que c'était quand même différent du Madhyamaka. C'était différent du Chittamatra. Et ils se sont dit, c'est donc une troisième école, un troisième courant du grand véhicule. Et c'est ainsi que petit à petit, cette idée et cette notion s'est développée. Et moi, je pense que d'une certaine manière, c'est bien de voir comme ça. Dire que c'est l'école de la nature de Bouddha, c'est une bonne chose. Comme je vous l'ai dit précédemment, donc dire que l'on va mettre en place une troisième école, ça irait contraire peut-être à la pensée du Bouddha, et je pense qu'il n'y aurait pas de raison de créer cette nouvelle école, mais je pense que dans le sens, je pense qu'en Inde, les maîtres avaient une grande liberté de penser. Regardez, il y a 18 grandes écoles qui sont arrivées dans le véhicule du Hinayana. Et donc, pourquoi pas en avoir 3 dans le Mahayana? Je pense que si l'on considère l'existence de l'école de la nature de Bouddha comme étant une école, ce ne serait pas une mauvaise chose. Donc, plutôt que d'essayer de forcer cette vue Shengtongpa à rentrer dans la vue du Madhyamika, on pourrait la créer comme étant une idée indépendante. Mais je vous en parlerai peut-être plus en détail lorsque j'enseignerai sur le Gyulama, la continuité insurpassable. Le point de vue de Shengtong, c'est largement répandu non seulement chez les Chonang, mais aussi chez les Sakya, chez les Kagyu et chez les Nyingmapa. Et plus particulièrement chez les Kagyu et les Nyingmapa. Ça, c'est très influent, très fort. Il y a beaucoup de grands maîtres, Kagyu et Nyingmapa, adhèrent à la vue Shengtongpa.
야부 송 잡 된대 하래 마다 다양지 현동 다와 생긴 데르지 조조 저는 게한 미세 세진들이 레세 좀 문제 쇼도문도 진짜 인주산에 현동기 다와 디 Ainsi, 폐질 추규 시간으로 나온다 인상 영수 잡았다 추규 시간으로 donc on peut dire que la vue Shen Tongpa est maintenant présente dans les quatre grandes traditions. Et si on considère les Jonangpa, on peut rajouter 5 traditions. Et, puisque cette vue Shen Tongpa s'est développée et s'est propagée, cela a aidé l'école de l'esprit seulement à se répandre réellement, ou du moins la philosophie de l'esprit seulement à se développer au Tibet. Pardon. Oui, l'idée de l'esprit seulement s'est développée, mais est-ce que l'école de l'esprit seulement s'est développée? Non, elle ne s'est pas développée au Tibet. Parce que les tenants de la vue Shen Tongpa n'adhèrent pas à l'idée qu'ils sont aussi des maîtres de l'esprit seulement. Donc cela a été très bénéfique cependant cela a été bénéfique pour la diffusion des principaux textes de l'esprit seulement, comme des dharmas de Maitreya. Donc c'est donc assez étrange cette relation qu'il y a entre les deux. Parce que les Shen Tongpa disent qu'ils ne sont pas l'esprit seulement, mais ils se basent sur les mêmes textes, les mêmes textes sources. Donc je pense qu'il y a qu'au Tibet que l'on peut trouver cela. Donc, je pense que, puisque je pensais que le lien qu'il y avait entre les Shen Tong et l'esprit seulement était très important, j'en ai fait une section indépendante. Donc demain, de quoi vais-je vous parler? Je vais vous parler non seulement de la vue, de l'influence de la vue de l'esprit seulement au Tibet, mais aussi de la pratique, de l'influence de la pratique de l'esprit seulement. Et en quoi cela a aussi influencé les 4 grandes lignées du bouddhisme au Tibet. Je vais continuer donc je vais encore continuer à vous expliquer ce que disent les contemporains sur cette relation entre l'école de l'esprit seulement et l'école de la nature de Bouddha.